prise en charge des orphelins du sida est très vaste parce que c'est une prise en charge globale au niveau d'abord de la santé, au niveau scolaire, au niveau éducationnel et au niveau de l'accompagnement à long terme des jeunes qui sont en formation ou qui sont à l'université. C'est vraiment tout un ensemble. Et cet accompagnement est diversifié. Nous avons plusieurs catégories de prise en charge des orphelins. Donc la première catégorie, c'est les orphelins qui ont encore leur famille et qui restent intégrés dans leur famille. Nous travaillons en lien avec un oncle, une tante, une grand-mère pour que les enfants puissent garder la maison familiale et continuer à vivre ensemble. La deuxième catégorie d'orphelins, c'est les orphelins qui vivent dans une famille d'accueil. Ces familles d'accueil-là n'ont pas forcément un lien de parenté avec les enfants. Ce sont les familles qui ont travaillé longtemps avec nous et qui connaissent le besoin et qui ont vraiment l'amour pour accompagner les plus petits, les plus pauvres pour un bel avenir. Félicitations à ces familles qui commencent par se multiplier parce qu'au début nous avons eu beaucoup de mal à trouver des familles d'accueil du fait qu'il y avait beaucoup de stigmatisation, mais aujourd'hui quelques familles timidement acceptent à prendre et nous allons continuer la mobilisation de cette prise en charge au niveau familial. Au niveau de Saint-Augustin, Sainte-Monique, ce sont les enfants pour lesquels il est difficile de les laisser en famille, dans leur propre famille, la famille élargie, dans leur propre famille, parce que quelquefois il n'y a même plus de membres de famille. Parfois il y a simplement une personne âgée qui est là après la mort des parents et nous le prenons à notre niveau au sein des deux structures Saint-Augustin et Sainte-Monique. Les enfants qui sont dans des familles d'accueil, ces enfants ont une prise en charge partielle parce que là nous appuyons par le système de parrainage pour ces enfants qui sont dans les familles d'accueil pour compter sur les familles d'accueil, sur l'affection, sur l'accompagnement d'un enfant et tout. Et ceux qui sont dans les maisons familiales, Saint-Augustin, Sainte-Monique, là c'est la prise en charge totale. Ça veut dire que des soins jusqu'à la scolarité, ces enfants sont pris en charge totalement. Donc la charge est encore plus lourde. La troisième partie, c'est tout ce qui est du côté du volet santé. Au niveau de la santé, tous les enfants orphelins du sida, infectés ou non infectés, ont une prise en charge totale au sein de l'association. Si les enfants placés en famille n'ont pas de moyens, si les familles n'ont pas de moyens pour contribuer, ils sont pris en charge à 100% au niveau de la santé. Au niveau scolaire, qu'est-ce que nous faisons? Chaque famille dans laquelle est accueilli l'enfant est évaluée. Évaluée dans le sens que est-ce que économiquement la famille peut accompagner l'enfant sur le plan scolaire en payant la scolarité, en donnant la nourriture et tout ça. Si la famille ne peut pas, nous insistons beaucoup sur le volet au moins alimentation pour donner un appui alimentaire pour que la famille vienne en complément. Et donc nous, à notre niveau, nous payons la scolarité de l'enfant, nous payons la formation, les contrats, nous signons des contrats avec des patrons chez lesquels les enfants apprennent les métiers. Et quand ils ont fini d'apprendre le métier, nous sommes en devoir d'acheter le matériel pour installer le jeune ou la jeune. Je donne un exemple, par exemple, des couturières. Quand une couturière finit sa formation, nous devons lui acheter une machine à coudre. Et si elle n'a pas de famille, nous devons lui payer 6 mois de location d'une chambre et de location d'un atelier, le temps que le jeune ou la jeune apprenne à gagner un peu. Donc c'est pareil que ceux qui font la formation de mécanique, de menuiserie, de la peinture et tout. Il y a toujours un minimum d'accompagnement avant de laisser le jeune se lancer. Alors, le niveau de ceux qui vont jusqu'à l'université, la prise en charge, je dirais aussi, est totale. C'est total. Et pour les enfants qui viennent des deux maisons, il y a une contribution de la part des parents pour les enfants qui viennent des familles d'accueil. Donc, on peut demander une contribution en alimentation, mais c'est l'association qui prend en charge tout ce qui est de leur logement, de l'achat des fournitures, de toute la formation, tout ce qui concerne la formation. Pour le suivi de tout cet effectif, c'est toute une organisation. Pour les écoles,
c'est plus facile parce que dans certaines écoles, tu peux trouver au moins 20 à 25 ou 30 dans une même école. Là, c'est facile. On fait le suivi en général avec eux. Et une fois qu'on les rencontre, c'est pour voir vraiment ce qui constitue l'handicap. Est-ce à la maison ou bien c'est d'eux-mêmes? Si c'est à la maison, donc maintenant nous allons à la maison pour rencontrer les parents, pour discuter avec eux, soit les tuteurs, pour discuter avec les tuteurs, voir quelles sont les charges des enfants à la maison, qu'est-ce qui fait que les enfants vont à l'école en retard, qu'est-ce qui empêche l'enfant et l'enfant n'a pas de bons résultats des évaluations. Bon, c'est ce qui concerne les enfants scolarisés. Et maintenant, les enfants qui sont placés en formation professionnelle, nous allons aussi dans les ateliers pour voir si les enfants sont réguliers, si les enfants suivent bien, sinon ils ne rencontrent pas de difficultés. Mais s'ils rencontrent des difficultés, comment ils arrivent à surmonter, comment ils arrivent à s'en sortir. On discute avec le patron et après, s'il y a des choses qu'on vérifie pour voir à la maison qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'enfant adopte certains comportements pour pouvoir accompagner l'enfant jusqu'à ce que l'enfant finisse. Mis à part la formation professionnelle et le suivi scolaire, je fais d'autres activités. Donc, je suis le chargé de l'animation des enfants. Donc, les mercredis après-midi, normalement, sont réservés pour la rencontre avec tous les enfants qui sont proches du centre. En dehors de ça, il y a une prise en charge un peu plus lourde au niveau des enfants qui sont infectés par le VIH, qu'il faut vraiment faire un suivi vraiment de près. Que ces enfants soient en famille d'accueil comme dans les deux maisons, la prise en charge est totale au niveau des soins et au niveau vraiment de tout ce qui est des analyses de spécialité qui nous coûtent énormément cher quand il y a le développement d'une pathologie qui sort de l'ordinaire et tout. Si c'est un cancer, si c'est une pneumopathie plus avancée, des adénopathies plus avancées, si c'est un problème de vue plus compliqué. Donc c'est l'association en fait qui propose qui doit chercher des financements pour améliorer la santé de ces enfants. En dehors de ça, tous les enfants de 8 à 18 ans bénéficient d'un accompagnement psychologique. Un enfant qui vient au monde, a priori, a besoin de ses parents. A besoin de ses parents, papa et maman, pour pouvoir faire son développement normalement. Et donc, il y a des étapes dans le développement de l'enfant. La première année, la deuxième année, la troisième année. Donc, les 3 années-là sont très, très importantes pour le développement de l'enfant, pour une préstructuration de la personnalité. Et donc, si un enfant perd un de ses parents ou les 2 parents, c'est que cet enfant ne pourra plus avoir ces figures masculines ou féminines qui pourront lui permettre de faire ce développement normalement. Je donne l'exemple de cette visite que je viens de faire juste dans une famille où il y a le père, la mère et l'enfant. Actuellement, c'est le père qui est en fin de vie et l'enfant ne supporte pas son papa. Dès le matin, très tôt, avant 6 heures, l'enfant doit sortir de la chambre parce qu'il ne supporte pas son papa tout nu, squelettique. Il est traumatisé devant son papa comme ça. Et cet enfant, il va être un enfant difficile, bloqué et pendant son accompagnement parce que toutes ces images des derniers moments de son papa, qu'il a vécu mal et qui ne sait pas forcément vers où aller pour parler de ça, si ce n'est pas à l'association. Ça va être vraiment un travail de fourmi pour pouvoir récupérer cet enfant sur tous les plans. Le fait de perdre un des parents de ses parents ou le fait d'avoir le VIH a des conséquences psychologiques. Et ces conséquences, c'est entre autres des troubles de conduite, des troubles de la personnalité, des troubles psychiatriques ou des troubles psychosomatiques. C'est-à-dire que cet enfant peut avoir des problèmes organiques, mais qui n'ont pas de cause organique. Cet enfant, par exemple, peut avoir des palpitations avec le cœur qui bat très très fort. Et on va faire toutes les analyses possibles, le sujet. On va dire que tout est normal.
Et donc c'est l'angoisse qu'il y a au niveau de cet enfant qui engendre cela. Donc une somatisation. Il y a même des enfants qui peuvent avoir des boutons, des lésions sur le corps. Et le dermatologue va faire les analyses, va faire son examen, va trouver que tout est normal. Il n'y a rien comme problème qui puisse expliquer cela. Et donc une somatisation. Et c'est pour cela que cet enfant a besoin d'un accompagnement psychologique bien approfondi. L'accompagnement psychologique chez ces enfants qui ont perdu leurs parents décédés du VIH consiste premièrement à diagnostiquer le problème qui se pose à leur niveau, la problématique dans laquelle l'enfant se trouve. Et donc la prise en charge dépend de cette problématique qui est posée. Donc s'il s'agit par exemple d'une dépression, on fera une prise en charge individuelle, avec une psychothérapie d'inspiration analytique. S'il s'agit par exemple de troubles de conduite, on fera toujours une psychothérapie individuelle, mais on pourra essayer aussi de voir l'environnement de l'enfant, les images paternelles ou maternelles, donc les images de sécurité que l'enfant a autour de lui. On verra comment faire pour l'améliorer et ça pourra aider cet enfant-là. On peut faire également des activités de groupe, des groupes de parole, de l'éducation thérapeutique pour aider cet enfant-là. Donc c'est au cas par cas, en fonction de la problématique qui est posée. Il y a un programme qui est là, au niveau de l'association Vue dans l'Espérance. Et dans ce programme, il y a la prise en charge individuelle. Il y a les activités de groupe qui sont là. Il y a aussi des camps qu'on organise pour ces enfants, plus particulièrement des camps de Memory Box. Le projet Memory Box permet à l'enfant de connaître son histoire, d'identifier les difficultés qu'il a dans sa vie, de poser des questions par rapport à cette histoire qu'il vient de découvrir et obtenir des réponses auprès des personnes adultes qui ont la possibilité de répondre à cette question et de se reconstruire à partir de ces informations qu'il a reçues. Cette prise en charge demande un gros travail de mobilisation financière, puisque c'est à tous les niveaux. Il y a des jeunes qui sont au niveau du primaire, donc il faut trouver des fonds pour payer la scolarisation. Au niveau secondaire, pareil. À l'université, c'est extrêmement cher les études universitaires. Et puis, tous ceux qui sont au niveau des formations professionnelles, il faut payer les contrats, après il faut payer le matériel pour les installer, il faut les accompagner au niveau de la nutrition, il faut les soigner. Alors, ce qui nous amène vraiment à faire cette vidéo, c'est que nous appelons beaucoup de gens à s'engager à tous les niveaux. Un autre niveau pour lequel nous attendons aussi vraiment, c'est de nous aider aussi à intégrer les jeunes quand une fois qu'ils ont fini ou la formation professionnelle, les intégrer dans la société ou qu'ils ont fini les études universitaires avec des diplômes pour qu'ils puissent trouver du travail. S'il te plaît, repense à moi, garde-moi encore près de toi. S'il te plaît, écoute-moi une dernière fois. Je t'aime mon petit amour, rien qu'à moi. Je ne vois plus ma vie sans toi.